Bonjour et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité pour évoquer notre actualité, les évolutions de la société aussi israélienne. Après de si longs mois d'épreuves, on est en compagnie du psychanalyste Michel Gad-Volkovitch. Bonjour Michel Gad-Volkovitch. Bonjour Antoine Mercier. Comment va la société israélienne? Voilà, d'un seul coup. J'y vais Là, direct. mais non, mais tu as raison Antoine, c'est la question que tout le monde se pose, que tout le monde vit, hein, avec cette intrication tout à fait incroyable entre notre état individuel et notre état collectif, les sentiments collectifs, c'est totalement intriqué. Comme je le dis quelquefois, on a l'impression d'être schizophrène parce que, évidemment, on continue à vivre et le mieux possible. On fait ce qu'on a à faire, on voit qui on a à faire, on a des joies aussi, et puis en même temps, on reste évidemment très déchiré, très angoissé, très interrogatif. Voilà, et puis on passe par des montagnes suisses ou russes, je ne sais pas comment on dit maintenant. Voilà. C'est ça. Alors, écoute, Antoine, il faut faire comme ça un rapide cheminement quand même depuis le 7 octobre. D'abord, je crois que c'est important quand même d'entendre que le 7 octobre n'est pas un début. Je crois qu'on commence à réaliser qu'on a effacé en grande partie, on a refoulé, on a mis de côté tous les attentats, tous les crimes du même ordre, de la même nature qui ont eu lieu ces 10 et 20 dernières années. On ressort évidemment, maintenant on se ressouvient de la famille Fogel, on se souvient d'enfants qui ont été tués dans leur berceau, etc. Et donc effectivement, je crois qu'on prend conscience que le 7 octobre n'est pas un jour unique, un jour de négligence unique, de faiblesse unique. Ce traumatisme, il dure depuis très longtemps. Il s'est répété là, évidemment, de façon massive. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas vraiment pris conscience de ça? Voilà. Je pense que en parlant de ça, c'est pas seulement je parle pas politique ni seulement histoire, mais je parle de psychopathologie. Hein, qu'est-ce qui fait qu'on a, puisque tu me parles de l'État israélien. Bon, le 7 octobre, évidemment, ça a été un massacre de masse absolument terrifiant, qui nous a laissé sidérés, pétrifiés, ne pouvant plus penser. Ça a été un traumatisme abyssal. Ce traumatisme, comme on l'a déjà dit ensemble, Antoine, était cumulatif, hein. Les petits traumatismes, les grands traumatismes se cumulent et de tous ordres. Donc il y a eu effectivement ce massacre. En plus, il a eu lieu sur notre terre. Comme tu sais, le, le, le plus jamais ça a volé en éclats, auquel on a voulu croire, auquel nos parents, mes parents déportés, savaient très bien que ça pouvait revenir. Il rajoutait si ça revient, hein, il nous prévenait quand même quelque part, sans vouloir y croire. Mais il nous préparait à ça quelque part, ne serait-ce que par les études qu'il voulait nous faire faire et qu'on soit à l'abri de quelque chose. Alors, je Voilà. voudrais qu'on reste sur la période d'aujourd'hui, 7 Oui, oui. octobre, la guerre, Oui, mais il faut la lui. question des otages, la manière dont il y a en permanence une espèce Oui, d'émulsion, de partage oui, émotionnel fort. Qu'est-ce que oui. ça fait sur la société israélienne, tous ces traumatismes depuis le 7 Oui, oui, octobre? mais il faut quand même, laisse-moi une minute pour rappeler tout ça, parce que sinon on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, si tu me Allez, permets. je vous en prie. Donc, ce massacre-là, cette jouissance auquel on a eu affaire tout de suite, la jouissance de nos ennemis, qui n'était pas seulement une jouissance sadique qu'ils exerçaient sur nous, une terreur, mais on voit maintenant, et ça j'en reparlerai avec toi, que c'est de l'ordre vraiment de l'archaïsme. C'est pour ça que j'insiste sur la question de la nature. C'est pas seulement un excès de sadisme, c'est une nature particulière. Voilà. Il y a le négationnisme et le révisionnisme du monde entier, le déchaînement pulsionnel qui s'est passé dès le lendemain. Ça pèse, c'est aussi un traumatisme pour nous, Israéliens, pour le peuple juif, mais aussi pour les Israéliens en particulier, euh, parce que le négationnisme et le révisionnisme sont consubstantiels de l'extermination, d'une extermination symbolique. On est mis hors du monde avec les inversions que tu connais. C'est pas seulement de la rhétorique de parler de ça, ça nous touche beaucoup, ça contribue à nous traumatiser et ça continue. Et puis, finalement, nous, génocidés, je dis comme ça, le peuple israélien, le peuple juif génocidé, on lui a fait porter la responsabilité de s'occuper de l'humanitaire
de ceux qui ont voulu les exterminer. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, c'est pas rien non plus. Cette inversion, on a beau la contester, on a beau la critiquer, on a beau se dire que c'est totalement injuste et faux, etc. Ça nous touche quand même. C'est que des choses qui nous touchent et qui nous minent. Voilà. Et on a accepté ça quand même. Je veux dire, là aussi, vous allez comprendre comment on en arrive à aujourd'hui. On a accepté ça, hein, de jouer ce rôle-là pour, voilà. Et puis bon, finalement, la confiance est un peu revenue avec le redressement, on pourrait dire, de Tsahal au Hezbollah, face à l'Iran et quand même à Gaza aussi, avec certaines actions tout à fait héroïques qui nous rappelaient d'autres héroïques d'il y a 30 ans, hein, et ça nous a fait du bien. Bon. Et puis, alors j'en viens effectivement à l'actuel, cette seconde phase de la libération des otages, qu'est-ce que ça nous fait, comment on le vit et les conséquences. Donc on avait retrouvé une certaine activité, un certain sentiment de reprendre, on pourrait dire, notre destin en main avec le redressement de Tsahal. Et puis avec cette seconde phase de la libération des otages, avec cette négociation, ce deal totalement mortifère, on redevient dans une position, on est revenu dans un sentiment d'une position totalement passive, de subir le sadisme de l'autre, de subir l'humiliation, de subir la jouissance, hein, de nos ennemis. Et je pense que ça a été absolument terrifiant, cette régression de nouveau à cette position de subir. Je crois que ça, c'est très important. C'est pour ça que j'avais besoin comme ça de revenir. On est passé de la position passive, on s'est redressé, on a repris confiance et de nouveau avec ça, cette négociation, on est retourné à cette position absolument passive qui nous déchirait. Maintenant, on commence à pouvoir le dire, mais on n'osait pas le dire. On était honteux, on était culpabilisé, chacun était culpabilisé d'avoir des sentiments contraires. C'est-à-dire à la fois, évidemment, que c'était le slogan tout, les otages à tout prix, hein, pour les libérer, et en même temps, la pensée que est-ce que c'est raisonnable? Et les soldats qui sont tués pour ça. Et nous Et avons libéré autant de on terroristes libère, potentiels. Oui. on libère 1000 une armée, on libère une armée de terroristes et de terroristes dont on sait qu'ils vont de nouveau terroriser, qu'ils vont revenir. On a l'expérience. Moi, j'étais très fier, comme nous tous, je crois, de cette éthique d'État et de peuple au moment de la libération de Gilad Shalit. On avait écrit un article avec Eric Marty qui s'appelait L'échange inégal 1 contre 1027. Et on était très fiers de ça. Et puis évidemment que c'était très fier parce que cette éthique allait à l'encontre de toute stratégie militaire, politique, tout ce que tu veux. Et on a vu le résultat malheureusement. D'ailleurs, il y a eu un rapport d'une commission qui n'est jamais sorti, mais dont on sait qu'elle recommandait de jamais recommencer ce type d'échange parce que c'était une catastrophe. Alors évidemment, pas pour la famille, on comprend, etc., mais pour le peuple, pour la nation israélienne, pour la terre, c'était une catastrophe. Et de nouveau, cette résolution, ce rapport n'est jamais sorti, et on a recommencé. Donc on est déchirés, on est tous Ouais. déchirés. Maintenant, on ose poser la question. Je pense que pendant 3 semaines, on n'a pas osé poser la question, et on s'est tous rassurés en disant, voilà, en plus, ils ont l'air pas en mauvaise santé. Moi, j'étais frappé par nos présentateurs sur i24 ou d'autres chaînes israéliennes qui ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à chaque fois? Ils disaient, tiens, il a pas l'air trop mal ou celui-là, il a l'air plus mal, etc. Enfin, on se rassurait comme on pouvait pour pas non plus pour pas aborder la question de fond, hein. Est-ce que c'est raisonnable de faire ça pour voilà. Et finalement, il y a eu ce premier otage qui visiblement, ils n'ont pas pu le retaper suffisamment pour pas qu'il ait l'air de sortir de ce dont il est sorti, c'est-à-dire l'enfer le plus terrifiant, le calvaire le plus terrifiant, comme si effectivement, c'est ce qu'on a comparé, il sortait d'un camp de déportation. Et puis, il y a eu les cercueils, hein, il y a eu les cercueils. Et puis, évidemment, la famille Bibas, qui est symbolique. Et qui est symbolique pourquoi? Et là, je pense qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire, on a été totalement au fond avec l'arrivée du premier otage
qui évidemment révélait la réalité qu'on ne voulait pas trop voir, parce que même si les autres otages libérés, même s'ils avaient l'air pas trop mal, effectivement, on savait qu'ils allaient mal. Enfin, je veux dire, moi, je savais qu'ils allaient mal et qu'ils iront mal pendant longtemps, à la fois physiquement et psychologiquement, etc. Mais là, on pouvait plus le nier. On a commencé quand même à se poser des questions, à oser les poser et aller très mal. L'arrivée des cercueils, évidemment, je crois que nous a effondrés totalement et a reposé une question existentielle et une question identitaire. On en reviendra peut-être Oui, à ça, oui. parce que ce qui se pose aujourd'hui, c'est Parce que, effectivement, cette histoire des otages n'est pas encore terminée, mais malgré tout, Michel voilà. Galvolkovitch, vous parlez d'une forme de résilience qui serait propre aux Israéliens, consisterait finalement à transformer ce mortifère en force de vie. Est-ce qu'on peut aussi parler de cette résilience? Alors, Antoine, vous savez que moi, je n'aime pas le mot résilience parce que c'est un mot comportementaliste et qui a de la valeur pour celui qui l'a, pas celui qui l'a inventé, c'est les Américains qui l'ont inventé, mais pour Boris Cyrulnik, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, mais qui a repris ce concept pour lui, sur quoi il a pu s'appuyer lui, avec sa culture, par rapport à son histoire d'enfant caché, enfin vous, et de parents déportés, etc. Il s'est appuyé sur la culture, il s'est appuyé sur un certain nombre de choses qui lui ont permis effectivement de résister, de se construire, etc., de s'étayer quoi, sur quelque chose d'extérieur. Je crois que c'est pas un bon concept parce que c'est pas du volontarisme, malheureusement. Ça marche pas, ça. Par contre, effectivement, il y a quelque chose de ce peuple tout à fait extraordinaire qui est le mystère. Freud parlait du mystère, quand même, de la construction du peuple juif. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce fond commun à partir de choses invisibles comme la destruction du temple, comme Moïse dont on ne sait pas qui c'est. Enfin, certains disent qu'ils savent, mais enfin, il y a quand même quelque chose, c'est invisible au fond qui s'est construit en nous et qui participe de ce trait identificatoire et qui participe de cette construction d'une spiritualité particulière chez le peuple juif. Voilà, je crois que moi je parlerais plus en termes de construction originaire, on pourrait dire, qui donne cette force émotionnelle d'abord, qu'on ne peut pas traduire en mots, mais qui est commune, qui donne un trait identificateur commun, qu'il faut qu'on s'identifie les uns aux autres à certaines valeurs, à une certaine éthique, à une certaine forme de pensée, et effectivement, qui s'est manifesté là de façon assez formidable. Euh, et puis, il y a cette question de l'amour. Je veux dire, c'est bizarre dans ma bouche et de la part d'un psychanalyste pour qui l'amour n'est pas une valeur en soi. Vous le savez, Antoine, c'est formidable quand on le vit, mais c'est pas une valeur en soi. Mais il y a quand même un amour de ce peuple, un amour de sa terre, un amour de son histoire, de ce qui les réunit, qui est quand même tout à fait extraordinaire. Ça me fait penser au reproche de Gershom Scholem à Hannah Arendt, tu n'as pas la Harava d'Israël. Voilà, c'est un peuple qui a la Harava d'Israël, de sa terre et de ses valeurs et de son peuple. Alors, Donc, effectivement, cela dit, dans un récent article, vous vous interrogiez, Michel ouais. Gabretkovic, je vous cite, hein, pour revenir au moment où nous sommes, le temps serait-il venu d'une réflexion grave et sérieuse, collective, sur l'identité de notre peuple, condition pour retrouver notre capacité de décision et reprendre notre destin en main. Réflexion sur notre identité. De quoi vous parlez précisément? Bon, Antoine, c'est pas à vous que je vais apprendre que la question identitaire en Israël se pose. Vous qui avez écrit, vous qui avez fait un livre, un film magnifique sur le peuple hébreu, hein, sur l'identité hébraïque. Voilà. Oui, je crois que euh, la question de la négligence, parce que quand même, on a des rapports maintenant très précis, très clairs, publics sur cette négligence incroyable qui a amené à la possibilité pour les Palestiniens d'opérer ce massacre du 7 octobre et d'envahir Israël. Hein. Euh, c'est, Mon ami Maurice Fergan parle d'arrogance de l'armée israélienne, etc. Je pense qu'il y a vraiment autre chose. On venait quand même de 2, 3 années de lutte intestine terrifiante avec vraiment des expressions de haine euh, de haine entre les partis, entre des partis de la population, entre les partis politiques, mais aussi dans la population. Et cette haine était une haine mortifère. Et c'était, je crois, déjà un problème d'identité. La question de la réforme judiciaire, au fond, c'était un prétexte. C'était pas, c'était un objet à penser, mais il n'y avait pas de quoi. Mon ami Aaron Barak, qui lui-même, quand même, a été visé
par la droite, etc. Et convenait lui-même d'ailleurs qu'il fallait une réforme judiciaire, qu'il fallait une constitution maintenant, on n'était plus à la même époque, etc. Mais ça a cristallisé effectivement une haine incroyable où la démocratie était soi-disant en danger d'un côté, de l'autre, à cause des juges ou à cause des droites, enfin bon. Mais je crois qu'il y avait déjà une question identitaire qui fait qu'on ne savait plus, au fond, quel était le fond commun. Quel était notre fond commun? Qu'est-ce qui nous réussissait? Qu'est-ce qui nous réunissait? Qu'est-ce qui nous réunissait, pardon, et qui permettait effectivement une identité commune, permettant une pluralité, le vécu d'une pluralité à l'intérieur de cette identité commune. Et je crois que cette négligence, on a oublié effectivement, on en a même oublié la géographie, on a oublié les frontières. C'est-à-dire, quand il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de frontières psychiques. Et donc, il n'y a plus de frontières non plus. Hein, l'Europe connaît bien ça. Je veux dire, il n'y a plus de frontières psychiques, donc il n'y a plus de frontières. On n'en veut plus, on veut un tout. Mais Et alors, on là, espérait que toutes ces épreuves permettraient ça, mais on a aussi le sentiment que ces clivages reviennent peut-être ils encore plus reviennent, intensément. Alors, ils comment on s'en fait? reviennent, Oui. et ils reviennent parce que moi, ce qui me frappe, encore une dernière chose pour montrer que c'est un problème d'identité, c'est qu'aucune décision ne pouvait être prise. On l'a vu, aucune décision, même pendant la guerre, c'est très difficile de prendre une décision. Et je pense que dès le 7 octobre, sans revenir encore une fois en avant, les décisions étaient difficiles à prendre. Alors on peut parler de pression des États-Unis, de pression internationale, de tout ce qu'on veut, de manque de munitions éventuelles, etc. Je pense que ça existe certainement, mais je pense qu'il y avait une impossibilité de prendre des vraies décisions de guerre, ou de quelle façon on l'a fait, jusqu'où on va, etc., etc., qui y va, enfin bon, et qui sont liés. Alors, justement, moi, je pensais au passé, il y a 30 ans, on disait Israël ne cédera pas. Hein, Israël ne cédera pas au chantage. Hein, bon. Et puis finalement, je me suis dit, le plus important dans cette phrase aujourd'hui, c'est pas seulement ne cédera pas ou cédera, hein, au chantage, c'est Israël. Hein, on disait Israël. Aujourd'hui, on ne dit pas Israël. Hein, ces derniers temps, on disait selon la façon dont on est juif, la façon dont on se situe, dans quel parti, religieux, pas religieux, etc. Enfin, de notre façon d'être juif, hein, ou pas, eh bien, on va avoir une idée sur la façon dont on va faire la guerre. On connaît d'ailleurs ce slogan, tu aimeras ton prochain, on ne sera pas comme les autres, on ne fera pas comme les autres, ou alors sauver une vie, c'est sauver toute l'humanité. On en revient à une sorte de morale, chacun a sa morale, c'est pas de l'éthique, hein, chacun a sa morale pour être le plus pur possible, le meilleur juif possible, etc. Et on n'est plus israélien. Hein. Et je crois qu'effectivement, la question, c'est maintenant, si on veut se réunir, si on veut un minimum, et sur des choses essentielles, c'est effectivement d'essayer de redéfinir ensemble qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut du destin du peuple juif sur cette terre. Est-ce qu'on est israélien? Est-ce qu'on est juif? Est-ce que effectivement l'identité hébraïque pourrait recouvrir quelque chose de plus large à l'intérieur de quoi tout le monde pourrait effectivement choisir sa façon d'être, hein, son style d'être, etc., ses valeurs, mais qui est comme ça cette identité. Je pense que c'est à nous, intellectuels, journalistes, politiciens, tout le monde, d'essayer de vraiment de réfléchir sur cette question d'identité, sans être identitariste comme ça. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Les- Oui, parce qu'on a le sentiment que l'opinion, quand même, s'est raidie. Une partie de l'opinion, disons qu'elle s'est droitisée, notamment par rapport aux relations avec les Arabes en général. C'est un réflexe naturel, évidemment, face à la cruauté que montrent les- les tortionnaires du Hamas. Mais comment est-ce qu'Israël peut renforcer sa souveraineté, son particularisme, sans brider, on va dire, sa vocation universelle? Il y a aussi ce problème-là à régler quand on parle d'identité hébraïque, les- par exemple. L'universalisme n'a pas de sens si ça n'est pas dans une réflexion, dans une démarche de subjectivation, c'est-à-dire une démarche de singularisation.
qui seul peut être universel, hein, le singulièrement universel. Là, on n'est pas être universaliste, c'est être dans la confusion, l'indifférenciation, etc. C'est être rien du tout, hein, c'est être tout et rien du tout. C'est ce qui se passe dans le wokisme, c'est ce qui se passe dans l'idéologie occidentale. Non, on doit redevenir singulier et c'est à cette condition, effectivement, qu'on pourra être singulièrement universel. Et je crois que la question de droite et de gauche n'a plus de sens parce que ce que vous appelez droitisation, au fond, quand vous rappelez-vous quand même Ben Gourion, Rabin, avant Oslo, etc. Ils avaient des discours comme la droite nationaliste peut les avoir aujourd'hui. Ben Gourion disait bah, il faut d'abord la guerre et pour se faire respecter sur notre terre et qu'on soit l'État juif qui soit respecté, bah, s'il faut faire la guerre, il faut leur montrer qu'on doit la faire et qu'on est plus fort qu'eux parce que c'est la seule façon d'exister. Pourquoi ça deviendrait un discours de droite aujourd'hui ou un discours de fasciste aujourd'hui ou raciste aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Maintenant, il faut aussi assumer que euh, je dis les Palestiniens et pas le Hamas seulement, parce que je crois qu'on a tort de faire du Hamas, on finit par faire du Hamas une sorte d'abstraction à part, hein. Le Hamas est tout à fait lié à toutes les autres factions palestiniennes, on le sait, il faut pas faire comme si, et pas seulement avec le djihad islamique, avec l'autorité palestinienne, avec le FPLP, ils étaient d'ailleurs présents, le FPLP à la remise des cercueils, etc. On l'a vu. Donc, il faut dire les Palestiniens. Il y a une culture palestinienne, il y a une civilisation palestinienne aujourd'hui, parce que effectivement, ils n'ont pas réussi à se construire comme un peuple. On en a plein la bouche du peuple palestinien, mais le peuple palestinien n'existe pas. Et quand je dis qu'il n'existe pas, c'est pas un jugement historique. Je veux dire, un peuple peut se construire au XXIe siècle, etc. C'est pas, etc. Mais il faut se construire une culture, il faut se construire quelque chose, une créativité pour soi-même. Il faut pas exister. Si on existe simplement dans la destruction de l'autre, parce que l'autre nous empêche d'exister par son être lui-même, C'est par la l'enfant. fameuse construction miroir des Palestiniens par rapport C'est le à mimétisme. Israël. Oui. Voilà. Et que si on vit simplement pour le détruire, pour prendre sa place, on ne se construit pas comme un peuple et on est dans l'archaïsme. C'est l'archaïsme, etc. Et malheureusement, ils sont là-dedans. Et c'est vrai que l'Occident, l'Europe, les autres pays arabes, évidemment, les ont aidés à ça. Les ont aidés à être à être dans cette fixation-là. Et donc, il ne faut pas avoir de complexe, avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'être comme eux parce qu'on se bat, parce qu'on fait la guerre, etc. Freud aussi disait, Platon aussi disait, il faut faire la guerre. C'est la seule façon. La guerre, c'est le contraire du massacre de masse. C'est la seule façon de reconnaître l'autre au bout de l'épée. On Mm. reconnaît l'autre. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus. Vous dites plus ni droite ni gauche, etc. Mais quand même, Michel Galvakovitch, il y a, on peut dire, une véritable hystérisation du débat en Israël. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît de l'extérieur, hein, autour d'une part du personnage de Netanyahou, division du pays vraiment radicale entre ceux qui disent tout sauf Bibi, et puis d'autres qui disent non, seul Bibi peut nous sauver. De même, le Bagatz, la Cour suprême, c'est le pire ennemi d'Israël, au contraire, c'est celle qui préserve l'identité israélienne des dérives, etc. Il y a quelque chose de très étonnant quand on voit ça un peu à distance, de voir que le pays est un peu divisé sur des positions radicalement différentes et autour de points très précis. Comment vous, en tant que psychanalyste aussi, vous voyez Ouais. cette... Ben, Antoine, en disant ce que vous dites, vous dites vous-même que c'est même pas une question d'idée, c'est d'abord une question d'idolâtrie ou d'abattre l'idolâtrie, quoi, l'idole. Quelque chose, c'est effectivement autour de la personnalité de Benjamin Netanyahou, où il y a effectivement ces idolâtres, hein, il a ces idolâtres, et il y a pour quelque chose, parce que il a quand même viré du Likoud, le Likoud n'est plus ce qu'il était. Le Likoud est devenu une sorte de masse informe qui ne pense qu'à travers. Il a viré tous les gens qui pouvaient lui succéder ou qui pouvaient être à côté de lui. Bon, donc il y a aussi pour quelque chose là-dedans. Faut pas, etc. Et puis il y a les autres. Et ça fait des années que je dis à mes copains, notamment psychanalystes ou intellectuels, je leur dis, mais votre haine de Netanyahou vous aveugle. C'est-à-dire, je ne dis pas que vous avez raison ou tort de le haïr, de le détester, etc. Mais ça vous aveugle parce que vous ne proposez rien d'autre. Et le résultat, effectivement, c'est que vous en arrivez à 3%, 5%, etc. Et qu'aucune de vos idées sont totalement abandonnées parce que vous êtes aveugle. Votre aveuglement, votre haine vous aveugle et vous n'apportez rien d'autre. Et c'est dramatique.
C'est tout à fait dramatique. Il y a plus de dialogue, il n'y a plus d'échange. Il n'y a que haine contre haine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un clivage. Et je ne suis pas sûr, effectivement, que si on ne fait pas cet effort intellectuel d'essayer de penser à notre situation tous ensemble, si on arrivera à réduire ce clivage. On est vraiment dans un moment de crise très importante. Mais effectivement, il polarise comme rarement quelqu'un a polarisé la vie politique, au-delà de la vie politique. Hein. La femme, les enfants, enfin, etc., tout y passe. Voilà. Et En, ça, en- en parlant de polarisation, je voudrais évoquer encore une autre forme de polarisation, malgré tout, ce sont les rapports entre Israël et la diaspora. Il y a toujours eu, hein, par la force des choses, un décalage, on va dire, entre le vécu israélien et le vécu en diaspora, mais c'est aussi un fossé qui semble s'élargir, se creuser. Est-ce que ça risque pas de provoquer aussi une dérive des identités, comme on parle d'une dérive des continents? Comment vous percevez ça, vous qui êtes un peu entre les ouais. deux, vous êtes souvent en France aussi. Oui, écoutez, j'étais étonné parce que pendant les premiers mois après le 7 octobre, les Israéliens étaient vraiment très, très touchés de l'empathie des Juifs de la diaspora et en particulier des Français, hein, puisque c'est ceux que je connais le mieux. Et les Français venaient, tous ceux qui pouvaient, venaient aider comme ils pouvaient. Hein. Ils allaient cueillir des oranges, ou ils allaient faire du volontariat à l'armée. Enfin, ils faisaient ce qu'ils pouvaient et les Israéliens étaient très touchés par ça. Et ça fait, Antoine, vous avez raison, ça fait quelques semaines, 2, 3 semaines, pas plus, que j'entends de la part des Israéliens qui ne se sentent plus compris, qui a vraiment, ils vivent comme un clivage avec la diaspora etc. Ils le vivent comme voilà, qui sont pas les Juifs, aussi empathiques soient-ils, aussi aidants essayent-ils de l'être, ne sont pas à leur place. Ils peuvent pas sentir comme eux. Ce qui est évident d'ailleurs. Je veux dire, ce qui est évident. Mais avant, ça se disait pas, et là, ça se dit avec un regret. Alors, je pense que d'abord, il y a eu une lutte contre la dépression. Il y a eu le traumatisme, c'est aussi empêche la dépression, empêche la dépressivité. Hein. Je pense que maintenant, on en est au temps de la dépression, parce qu'on réalise en Israël que le paysage israélien sera plus le même qu'avant la guerre, qu'avant le 7 octobre. C'est-à-dire le nombre de morts, le nombre de blessés, de blessés graves, plus de 10 000 mutilés, des jeunes, des réservistes, etc. Enfin, le paysage, il y en aura dans toutes les familles, dans tous les immeubles, partout. Là, les Israéliens commencent à se rendre compte. La question n'est pas seulement est-ce qu'on doit finir la guerre ou pas, ce qui est quand même pas rien. Est-ce qu'on va récupérer les otages, ce qui n'est pas rien, mais comment ça va être après? Pas seulement à Gaza, mais en Israël même. Qu'est-ce que Comment vous on va... dites, qu'est-ce que vous dites de tous les mouvements qui sont actuellement finalement en train de se former, la société civile israélienne, on parle beaucoup de réflexions qui sont faites autour justement de cette question problématique de l'unité, comment refaire unité, et que ça partirait de la base en quelque sorte. Il y a de nombreux mouvements qui se sont constitués, ça a l'air de bouillonner aussi de ce côté-là, indépendamment de la sphère politique. Est-ce que vous percevez ça? Non, je ne perçois pas vraiment ça. J'entends, il faut s'unir comme un slogan, hein, comme il faut libérer les otages comme un slogan. Pour l'instant, tout le monde dit il faut s'unir, mais tout le monde, il faut s'unir sur nos positions respectives. Mais je connais pas tout, hein, je connais pas tout ce qui se passe en Israël. Je connais pas. Mais je pense qu'on entend beaucoup, il faut s'unir, mais personnellement, je ne vois pas tellement. Je vois à travers mes copains dont je parlais tout à l'heure, dont je disais, votre aveuglement est terrible, que quelles que soient vos idées, quelle que soit votre détestation de Netanyahou, vous êtes aveuglé par cela et vous ne pensez plus. Etc. Et ben Mais ça recommence. Et ça recommence. Là, j'ai fait une projection d'un film sur le 7 octobre avec un débat. Et ben très vite, ça a repris. Hein, c'est de la faute, c'est de la faute, c'est de la faute. On parlait d'unité, mais c'était en 5 minutes, il y avait pas d'unité, il y avait pas d'unité du tout. Donc, franchement, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup. On dit qu'effectivement, les choses vont venir de la population civile, qui a été tout à fait extraordinaire, qui s'est organisée, etc pendant toute cette période. Est-ce que des idées vont venir et que vont permettre effectivement de donner un cadre réellement de pensée et de reconstruction? Franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ça. en Je tout cas, dirais. vous avez une position finalement qui peut être partagée aussi. Enfin, là, vous avez le sentiment que personnellement, comment vous voyez les choses d'une manière plus détendue, on va dire, en tout cas de poser les problèmes tels qu'ils sont,
Ok, dépassant les clivages. Donc c'est déjà oui, une écoutez, moi je voie. vais vous dire quand même franchement, j'essaye on n'est jamais objectif et c'est pas parce que je vais dire que je parle en psychanalyse que je vais être plus scientifique qu'un autre. J'ai ma subjectivité et ma façon de me situer par rapport à l'objet de recherche. Bon, ce que je pense en tout cas, c'est que si on gagne pas cette guerre de façon très nette, très claire, on ne se remettra pas ou très très difficilement. Je pense que la seule façon de se remettre, que le peuple juif se remette, que le peuple israélien se remette, je pense que la seule... Voilà, il y a une telle déconsidération, un tel manque de confiance, un tel entame lié au traumatisme, à la fois individuel et collectif, que la seule façon, et on l'a vu, dès qu'on s'est redressé, on a repris quand même confiance, on a repris des liens de pensée, on a repris des liens entre nous, etc. Enfin bon, si on ne va pas au bout de la guerre, et là encore une fois, j'essaye d'être le plus objectif possible en parlant en tant que psychopathologue, si on ne va pas au bout de la guerre, si on ne gagne pas clairement, si on n'élimine pas le Hamas, si ça n'aboutit pas enfin à des frontières qui sont aussi, je le rappelle, des frontières psychiques. Les frontières sont des frontières psychiques aussi, etc., qui soient sécurisées. Cette fois, on aura beaucoup de mal à s'en remettre. C'est la condition première. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance qui sera revenu pour l'ensemble. Faut se rappeler quand même aussi qu'avant le 7 octobre, je rappelais que on n'a pas si tant réagi que ça quand il y a eu des meurtres, des attentats, etc. On ne s'est pas autant réunis que ça. Il faut se rappeler que les gens de Sderot, par exemple, ça fait 25 ans qu'ils reçoivent des trucs sur la gueule. Moi, j'ai été à Sderot, j'ai vu des enfants, des adolescents qui n'ont vécu que ça. Hein, c'est-à-dire que très régulièrement, ils ont reçu des missiles, des roquettes, ils ont dû se cacher, ils ont des problèmes psychologiques incroyables, sans parler des problèmes économiques. On s'en est un peu foutu. C'est-à-dire, on les a mis hein, c'était loin, c'était très loin. C'était des Israéliens, mais pas tout à fait comme les autres, etc., etc. Donc, si, là, si on recommence comme ça, ça va être d'emblée la division. Il y a ceux qui vont être là-bas, et puis il y a ceux qui seront au centre, et puis qui vont reprendre leur vie. Et puis, donc, il faut gagner la guerre et qu'il y ait un sentiment de confiance absolue pour tout le monde, et que chacun y veille, quoi, que chacun y pense. On pense aux autres. Si on gagne pas cette guerre de façon très ferme, alors qu'est-ce que c'est gagner la guerre? Voilà, c'est aussi une question, mais faire que des conditions de sécurité absolue soient là et que ce soit une reconquête narcissique absolument importante. Et Et donc, puis la qui c'est pas travaillera si- sur l'identité. Une toute dernière question, il nous reste quelques minutes. Aux psychanalystes également, quel est le profil psychologique de Donald Trump, Michel Galkovitch? Mettez-le sur le divan, là, dites-nous. Après le peuple juif sur le divan, ce qui est quand même pas ça. Maintenant, c'est Trump, bizarrement, c'est encore moins ça. En quelques minutes, hein, je précise. Non, mais de quoi le Trumpisme est-il le nom? Comment vous voyez, comment vous percevez l'arrivée de cette tornade qui bouscule finalement tous les critères, malgré pour l'instant? Écoutez, on disait qu'on était déchiré dans la situation. Là, on est on ne sait pas très bien. Écoutez, la plupart des Israéliens, puisque je parle en ce nom-là, si j'ose parler en ce nom-là, on était quand même assez contents de l'idée de l'arrivée de Trump, hein, parce que les démocrates dérivent depuis quand même pas mal d'années, et on l'a vu, euh, et sont de moins en moins proches et nous ont même empêchés, on le sait maintenant. Ils ont été plus empêchants pour l'État d'Israël pour se défendre qu'aidants, même si heureusement quand même ils étaient là, mais quand même ils nous ont quand même beaucoup empêchés et ça promettait d'être Notamment pire. empêcher de gagner la guerre, précisément ce que vous Gagner la disiez guerre. précédemment. Ouais. Hmm. Voilà, ça fait d'ailleurs des années qu'on nous empêche de gagner. Il faut surtout pas gagner. On peut se défendre à la rigueur, mais surtout pas gagner. Et je crois que ça a été là aussi une erreur fondamentale, c'était d'avoir accepté ces gestions-là, quoi. Hein, voilà. Bon, avec Trump, on peut espérer qu'on puisse aller au bout, voilà, au bout de cette guerre à Gaza, peut-être au bout de la guerre avec l'Iran, puisque c'est quand même le principal, etc. Maintenant, avec lui, on ne sait pas très bien. Je veux dire, on a vu le revirement par rapport à l'Ukraine. Il peut changer aussi d'avis parce que lui aussi, c'est quand même dans la gestion et etc. Maintenant, il a quand même donné un coup de pied dans la fourmilière, et ça, c'est important. Parce que les idées reçues et qui étaient évidentes et reprises
compulsivement depuis 30 ans la solution à deux États, par exemple, etc., etc., elle a pris quand même un coup de vieux, là. Elle a pris un coup de vieux, pas seulement chez les Israéliens, y compris de gauche pour la plupart, parce qu'ils voient bien quand même que c'était une illusion et qu'ils étaient les seuls à le vouloir et que les autres n'en voulaient pas du tout, les Arabes n'en voulaient pas, les Palestiniens n'en voulaient pas, et que c'était courir, etc. L'Europe, n'en parlons pas, la France, n'en parlons pas, ils ne pensent, c'est comme là aussi un slogan conjuratoire qui leur permet de continuer à exister pendant des années dans cette région d'ailleurs. C'est pas pour résoudre un truc. Donc en disant ce qu'il a dit, il met, au fond, il met un point d'entame dans une évidence de tout le monde, et ça c'est important, c'est très important. Alors maintenant, il est ce qu'il est, un peu imprévisible. Est-ce qu'il va euh, permettre peut-être ce déclic aussi, de permettre aux Israéliens de s'affirmer, gagner la guerre, pour ensuite je retrouver la possibilité de s'unir et de retrouver aussi une forme identitaire nouvelle? Écoutez, on peut l'espérer, en tout cas, on Mm. peut l'espérer qu'il ne l'empêche pas. Ses discours vont dans ce sens-là, avant les élections et encore maintenant. Je pense que ça peut donner effectivement libre cours aux Israéliens, enfin, d'aller au bout d'une guerre qu'ils n'ont jamais pu mener à bout depuis 25 ans. Est-ce que Et vous, qui- vous voulez vous engager, Michel Galbalkovitch, dans la société israélienne aujourd'hui pour aussi participer à ce nouveau chemin je, je, identitaire? je, je suis déjà engagé autant que je peux et autant qu'on veut bien me donner une place et que j'essaie de la prendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut le faire, et Antoine, avec vous, avec nous. Bien sûr, il faut le faire, et qu'on soit, voilà, qu'il y ait des gens divers, depuis des champs divers, avec des regards croisés, des réflexions différentes. Il faut absolument le faire, et on peut, c'est à nous, vous parliez des organisations civiles, bah, à nous de le faire aussi. À nous, on peut s'organiser, et on connaît suffisamment de gens très bien, des horizons différents pour le faire. Engageons-nous pour le faire ensemble, Antoine. Voilà, c'est ce qu'on contribue. Merci beaucoup. Merci Michel Galvelkovitch de nous avoir parlé comme ça de votre perception personnelle aussi de cette situation et qui reflète aussi ce qui est en train de bouger profondément, identitairement dans la société israélienne et qui aura sans doute, on l'espère, donc un résultat qui permettra de sortir par le haut de cette situation une fois que la guerre, comme vous le dites, aura été gagnée. Merci beaucoup et merci à tous pour votre attention. Merci, Antoine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.